Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Jacques Villeneuve, c'est un honneur pour nous, bien évidemment, de t'avoir là, à La Poche Bleue. On a eu des grosses semaines dernièrement. On a eu Martin Brodeur, Georges Saint-Pierre, Christopher Letang, Michael Kingsbury, médaillé d'or olympique. Puis ce soir, on a Jacques Villeneuve. Je pense qu'à date, c'est ce qui a créé le plus de buzz, right, Guillaume, sur Instagram, Twitter, tout ça. On reçoit des questions de tout le monde. Je pense que le monde au Québec s'ennuie de toi. Jacques, comment ça va? Ouais, ça va très bien. J'espère que les questions vont être répondables quand même. Jacques, on les a filtrées. Faut jamais filtrer. Inquiète-toi pas avec ça. Puis on a parlé à ton bon vieux chum Mike qui nous a donné une couple d'histoires. On a des belles questions pour toi. Jacques, pour commencer, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est vivre le confinement en Italie en ce moment pour toi. Tu es à Milan, c'est ça? Comment que ça se passe là-bas? Écoute, il fait soleil, il fait chaud. Donc, je pense que c'est mieux que chez vous. Ouais, il fait plus beau. Surtout aujourd'hui. Non, mais écoute, il y a du terrain, barbecue, donc je me plains pas. C'est des vacances prolongées, obligatoires, sans se sentir coupable. C'est pas pire. Ouais, moi, je pense avant de laisser Maxime continuer, je veux juste te remercier. J'ai pas eu le temps, puis prendre une petite gorgée avec toi. Merci beaucoup. Jacques. On est content de prendre une gorgée avec toi. Je te laisse aller, Max, excuse-moi, il fallait que je prenne ma gorgée avec Jacques. Je vais commencer avec une question du public parce qu'on en a eu tellement. Ce qui est revenu le plus souvent, c'est à quel âge on commence dans la course automobile? Pourquoi? Puis c'est d'où sort la passion? Tu sais, au Québec, on est habitué, on s'en va jouer au hockey en patin, mais la course automobile, ça part de où? Oh, ça a changé avec les années. Hein? Tu sais, moi, quand j'ai eu 5 ans, à 5 ans, je savais que j'allais faire de la course automobile. Je le savais, il y avait juste ça qui existait. Je jouais avec des petites autos, je faisais des pistes de course dans le tapis, du matin au soir. Mais j'ai commencé à 17 ans, donc j'ai quand même commencé tard parce que je faisais des courses de ski à la place, parce que ma mère ne voulait pas être mécanicien de karting. Donc, c'était un peu top. Puis elle espérait peut-être que j'allais continuer les études à la place. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour mes enfants, mais aujourd'hui, ça a un peu évolué parce mais c'est pas juste le sport automobile. Hein. Dans tous les sports, c'est le plus t'es jeune, le mieux c'est quasiment. Et il faut quasiment, quand ils sont dans le berceau, il faut déjà les mettre dans le sport. Et on a l'impression que c'est les kids, ils vivent le rêve des parents au lieu de vivre leur propre rêve à eux. De temps en temps, tu en as quelques-uns qui sortent du lot, puis tu le vois, qui sont passionnés, qui aiment ça. Mais dans la masse, tu en as un paquet, quasiment, ils s'ennuient à pratiquer leur sport. Donc, course automobile ou d'autres. Ils le font bien parce qu'ils ont été entraînés, ils savent faire que ça, mais si on leur enlève ça le lendemain, OK, c'est pas très grave. Donc, je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression que la passion est partie un peu avec ça et qu'on réussit à rendre des jeunes talentueux malgré eux. C'est quoi le plus dur là-dedans? Tu sais, on a l'air, ça a vraiment l'air d'un sport individuel, dans le fond. Là, vous êtes tout seul dans votre véhicule, mais il y a tellement de monde autour. Là. Si le monde ne sont pas là, tu sais, on ne réalise pas à quel point le staff est important dans ce marché-là, dans ce business-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sport d'équipe, mais en même temps, c'est un sport individuel. C'est un mélange des deux. Parce que le pilote, quand il est dans son bolide, oui, il est seul, c'est lui qui prend ses décisions, qui peut faire ses erreurs. Mais en même temps, il y a beaucoup de stratégies qui se met en place. En partie avec les discussions que le pilote va avoir avec son ingénieur. Donc là, il y a déjà un petit nucléus d'équipe qui se met en place et tout le travail de préparation pendant l'hiver, des réglages, le développement de la voiture, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc le pilote, oui, il est individuel pendant la course, pendant le tour de qualification, mais tout le travail qui va autour de préparation pour pouvoir se rendre à ce niveau-là, là, c'est un vrai travail d'équipe. Puis on se demandait ça aussi, quand tu es rendu à l'autre niveau, tu as travaillé toute ta vie, tu fais un sport qui est un peu moins connu ou moins pratiqué, mettons, au Québec. La journée que tu t'assois là, la première fois dans ta Formule 1, puis que là, tu as le bolide, c'est quoi le feeling? Ça doit être... Ça va vite en sac. Voilà. C'est ça. Ça va vraiment vite. Écoute, quand je suis arrivé en Formule 1, je sortais de la Formule Indy déjà. Donc, j'avais déjà roulé dans des autos qui allaient très vite, surtout à Indianapolis, quand on est à quoi? 230 000 à l'heure de moyenne, donc c'est quand même vite. La grosse différence, c'est que les Formule 1 étaient légères, nerveuses. Donc, tu n'allais pas plus vite en ligne droite, mais tu allais beaucoup plus vite dans les virages, beaucoup plus vite, tu pourrais freiner beaucoup plus tard. Et la voiture était nerveuse, donc elle te surprenait. Tu te retrouvais dans le mur, tu ne savais même pas pourquoi, tellement ça arrivait vite. Donc, c'est ça qui était surprenant au début.
C'est comme faire un petit jogging ou faire un sprint. C'était ça la grosse différence. Mais après, malheureusement, la plus grosse tristesse de tout ça, c'est qu'on s'habitue à la vitesse. Puis au bout d'1 an, 2 ans, on se rend plus compte que ça va vite. Puis justement, quand tu fais ta course, tu fais toutes tes affaires, puis moi, je me suis toujours posé la question, ces gars-là, je ne sais pas combien ça roule, là, 300 km/h, puis tu te retrouves après ça que faut t'arrêter de faire un stop, puis tu es à la lumière rouge, puis ça doit être plate en tabarouette quand tu roules à 120. Tu parles quand tu es dans sa route, quand tu roules Dans ton auto, c'est normal. sûr, en Italie, c'est pas les mêmes règles qu'au Québec, là? Oui, mais ça se calme aussi. Le truc, c'est que tu as tellement l'habitude de prendre des gros risques en course. Dans un environnement qui est safe, qui est sécure, avec d'autres pilotes qui roulent dans la même direction. Tu sais à peu près comment ils vont réagir. Puis après, tu arrives sur la route où tu ne peux jamais prendre autant de plaisir que sur la piste. Et en plus, c'est beaucoup plus dangereux. Et avec beaucoup de gens qui n'ont pas piloté en course, donc qui vont peut-être agir de manière différente. C'est là, ça, quand tu te mets ça dans la tête, ça te calme un petit peu quand même, puis surtout quand tu as des enfants. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Qu'est-ce qu'il dit, Guy? C'est un point que je ne m'attendais pas. C'est que sa route, c'est pas des professionnels non plus comme des conducteurs de Formule 1. C'est un bon point, ça. Puis, Jacques, on parlait à Georges Saint-Pierre, à Georges Larac, des combattants, que ce soit dans le monde du hockey, dans les arts martiaux mixtes. Eux, ils nous ont dit ouvertement, on avait peur énormément avant chaque combat. Toi, dans ton rôle à toi, est-ce que tu avais peur ou c'est juste vraiment que pour conduire une Formule 1, il manque un petit quelque chose en haut? Non, je pense que le jour où, si j'avais eu peur une fois, j'aurais accroché les gants, ça aurait été fini. Il n'y a jamais eu un moment avant un tour de qualif, avant une course, je me dis, tiens, c'est dangereux, je vais peut-être me faire mal. Donc, il y avait un peu ce côté, je l'ai peut-être pris de mon père aussi, de ce côté où, tu te feras pas mal, puis même si tu fais un accident que tu as mal, tu sors de l'auto, tu fais semblant que tu n'as pas mal. Il y avait un peu ce côté, oui, ce macho qui est peut-être un peu super, qu'on trouve un peu au hockey aussi, quand tu compares hockey et soccer, par exemple. Donc, moi, c'était plus le côté hockey de la course automobile à ce niveau-là. Mais non, il n'y a jamais eu ce moment où je me dis, tiens, je risque de me faire mal. C'est plutôt après, quand tu regardes des images ou tu en parles, là, c'est passé proche, puis ça aurait pu faire mal, mais pas avant la course. Il y a peut-être un peu de stress parce que tu veux aller chercher le dernier dixième, donc tu as un coup d'adrénaline qui monte. Et surtout pour les tours de qualification. Parfois, un tour de qualification, tu es fatigué comme une course quasiment, juste à cause du rush d'adrénaline, mais c'est pas de la peur. Ça doit être, on le vit nous autres au hockey, là, quand on joue devant 20 000, 22 000 personnes, tu reviens chez vous, il n'y a plus rien qui se passe, puis là, tu prends ta retraite, tu dois t'en manquer, là, l'adrénaline, elle doit manquer comme nous autres. C'est pour ça que je n'ai pas pris ma retraite. OK. Tu courses encore dans... Oui, je fais du NASCAR en Europe. OK. Mais même si tu ne roules pas, il y a une différence entre ne pas rouler parce que tu n'as pas de volant dans les mains que de ne pas rouler parce que tu as pris une retraite. Il y a un petit passage psychologique, mais bon, là, on est tous à la maison, personne ne roule. Mais non, je pense que je vais rouler tant que physiquement je vais être capable. C'est vraiment que j'en ai besoin. Quand tu me donnes un steering, des pédales, un levier de vitesse, puis dans un char de course, je suis vivant. C'est ça qui me rend heureux. C'est vraiment un besoin. Jacques, je ne sais pas si tu connais le film, mais je te pose une question. Est-ce que tu es plus Jean Girard ou Ricky Bobby? Ricky Bobby, come on. Il est plus cool. Mais tu sais, on rit parce que je pensais à toi tantôt, je pensais au film. Mais qu'est-ce qui va te chercher le plus deep, la Formule 1 ou le NASCAR? Attends, ça dépend. Quand je roulais en Amérique du Nord, j'étais plus Girard. Quand je roulais en Europe, j'étais plus. Faut choisir les bons côtés des deux côtés. J'ai adoré la Formule 1. C'était vraiment, c'est ce qu'il y a de plus compétitif au monde, le plus rapide, en tout cas. Il n'y a rien de plus technologique. Des voitures, écoute, la dernière année que je roulais, on gardait 5G, 5G soutenu dans les virages. Donc, à la fin des virages rapides, je voyais plus. Le sang sortait des yeux. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Par contre, pour ce qui est de la il nous dit ça, qu'est-ce que tu veux dire, le sang, il sortait des yeux? Il nous dit ça comme s'il dit, je viens de sortir la table du tour. Sauf qu'on n'a pas les habits beaux, mais c'est vrai que c'était assez costaud, surtout que c'était en Malaisie, puis il faisait chaud, humide, donc c'était top. Pour ce qui est de la compétition, je dirais peut-être le NASCAR. Les courses que j'ai fait après en NASCAR, comme lorsqu'on roulait à Montréal, ça, c'était vraiment, vraiment excitant parce que c'était pas le pilotage lui-même qui était plus le fun qu'une Formule 1. C'était une fois qu'on était en course, les combats, roue contre roue, portière contre portière. Ça c'était assez musclé.
Ben, tu en parles justement des combats, puis l'année que tu as gagné le championnat, ça a été vraiment une bagarre incroyable avec Schumacher. Comment tu fais pour garder le contrôle? Puis je pense qu'à un certain moment, tu étais comme 20 points en arrière, puis là, il fallait que tu ailles chercher. Puis il y avait comme eu un peu de. On l'a vu dans une vidéo, parce qu'il y a une guerre médiatique où tu sais que Schumacher, s'il te donne un coup de volant, c'est fini. Mais tu sais, c'est malade, honnêtement. Moi, je regardais ça cette semaine, puis je capotais, là, honnêtement, de juste garder le contrôle, puis de réussir à rester groundé dans cette situation-là. Il faut être convaincu. Faut le savoir. Parfois, je sais que ça sonne stupide maintenant. Mais surtout quand je repense aux dernières courses, comment on s'est rendu jusqu'à la dernière course, de se dire, ouais, c'est bon, je vais le gagner, ça semblait un peu bête, mais il faut le croire. Il faut que tu sois convaincu. Quand le week-end commence, quand le vendredi a commencé, déjà tous les jeux politiques avec d'autres pilotes, avec d'autres écuries avaient débuté. Puis il y avait une énergie assez incroyable tout au long du week-end. Mais je le savais. Je savais que j'allais gagner. Donc, ça valait la peine de prendre des risques. Même quand toute la première moitié de course, j'étais derrière, j'étais même assez loin. Il n'y a jamais eu un moment de doute. Faut croire un peu à sa bonne étoile aussi. Et toutes les grosses courses, tout ce que j'ai gagné de gros, c'était justement en étant un peu le underdog, en revenant de derrière, comme Indianapolis. J'étais 2 tours en arrière, puis avec l'équipe, on a réussi à remonter. On n'était pas supposé gagner, mais là, c'est un peu pareil avec le championnat. Wow. Parce que je regardais la vidéo, j'étais comme, wow, ça n'a même pas de sens dans le sens. C'est malade, là, c'est comme. C'est beau d'y croire, là, mais à quelque part, c'est comme tu dis, il faut que les étoiles soient vraiment alignées. Moi, l'autre question, je l'ai posée la semaine passée à Martin Brodeur. Puis je trouve ça super intéressant parce que moi, Maxime, on est connu, mais c'est au niveau régional, provincial au Québec. Là. Quand tu es une star internationale, c'est qui la personnalité qui t'a demandé une photo ou un autographe que tu as fait? Ben voyons donc, ce gars-là s'intéresse à moi. Juste te mettre en contexte, pour Martin Brodeur, c'est Donald Trump. Donald Trump l'avait appelé avant un match, la finale de la Coupe Stanley, puis lui, ça l'a étonné énormément. Moi, ça a été. Il y a eu un échange avec Stallone, parce qu'il était venu, il voulait faire un film de Formule 1. Donc, on s'est échangé. Il a pris une de mes combinaisons après la course, qui était toute transpirée, et pas seulement ça. Donc, j'ai dit qu'il ne fallait pas la laver pour qu'elle soit. Je vais t'arrêter là, Jacques, parce que moi, nos informations à l'inside nous ont dit ce qu'il y avait dans la combinaison. On aimerait ça nous le dire sur la poche bleue. Tu sais, écoute, c'est logique. Faire un accident avec la vessie pleine, ça peut être très dangereux. Écoute, quand ça fait 3 heures que tu roules sur l'autoroute, tu t'arrêtes-tu ou tu fais tu vas à la station suivante, tu sais, puis là, c'est difficile de se concentrer. Imagine dans un char de course, tu as les ceintures serrées tellement fort, tu ne peux pas bouger d'un millimètre dans ton siège. Tu prends 5G, qu'est-ce qu'elle pèse ta vessie quand tu prends 5G dans les virages, dans les freinages, tu n'arrives même plus à te concentrer. Donc, et en plus, ça devient dangereux. Donc, oui, il vaut mieux laisser partir ça évacuer. Avant. Voilà, surtout que tu as bu 4 litres d'eau avant. Le seul problème, c'est quand tu te sors au premier virage. Là, c'est un peu gênant. Tu n'as pas eu le temps de transpirer encore. Jacques, tu parles de ça en ce moment, le poids et tout avec la vessie, mais là, ça nous amène un peu l'entraînement. Tu sais, on ne connaît pas vraiment les dessous. C'est quoi l'entraînement d'un conducteur de Formule 1, d'un pilote, je veux dire? C'est quoi votre plan hors saison et tout ça? Mais déjà, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Hein. C'est pas une obligation. Est-ce que tu es jeune et stupide ou un jour tu te rends compte que finalement, ça va mieux quand tu t'entraînes? Quand je suis arrivé en Formule 1, je ne m'étais jamais entraîné. Puis, il y avait même eu des courses en Formule Indy où la langue appendait et ça a eu un effet négatif pendant la course. Puis il y avait cette fierté, tu es un tough, tu ne t'entraînes pas. Puis là, en F1, je me suis rendu compte qu'il fallait faire la différence. Donc, on avait mis en place avec le physio que j'avais à l'époque, il y avait mon siège de course, le volant de course, tout avec la position, une cabine qu'on fermait, un ordinateur pour mesurer tous les mouvements, les poids qui étaient sur hydraulique pour pas que ça tombe à zéro. Et là, c'était tout calculé. Donc, on enlevait l'oxygène pour se mettre à 3500 mètres d'altitude, par exemple, monter la température, monter l'humidité. Ça durait à peu près 1 heure pour lever des poids avec le cou, les jambes en latéral pour que ça travaille tout le bas du dos. Mais à la fin, je faisais quand même 45 kilos avec le cou. Donc, c'est incroyable. Alors que quand j'ai commencé au début, j'avais du mal à faire 20 kilos. Wow. OK. Wow. Les tendances ont changé. Puis justement, là, je veux qu'on tombe dans le segment plus poche bleue, là, ce qui veut dire after race, là, plus, un petit peu plus
Mais Qu'est-ce qu'il a dit, Mike, sur l'After Eight? ah non, il n'y a rien dit. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Là, On questionne puis on censure. Non, mais est-ce que, comme dans la Ligue nationale, il y a un party des recrues? En Formule 1, y a-t-il une place où on soupe tout le monde, tu payes la traite ou? Ça dépend. Généralement, tu rentres le plus vite possible tu prends l'avion le plus vite possible pour rentrer chez vous. C'est souvent comme ça, dépendamment de où sont les grands prix. S'il n'y a pas d'avion le soir, ben dans ce cas-là, tu vas peut-être faire un petit party. Mais c'est surtout les week-ends de course hors Europe. Parce qu'en Europe, tu as été à la piste en auto, tu rentres quand tu veux. Il n'y a pas ce côté party d'équipe. Non, les mécaniciens travaillent tard le soir pour tout démonter les voitures, tout remettre dans les camions. Donc, il n'y a pas ce côté-là de party le dimanche soir. Là. Tout le monde est épuisé. Puis, généralement, quand je roulais, en tout cas, en Formule 1 à l'époque, on faisait des essais entre chaque Grand Prix. Donc, ça m'est arrivé de prendre l'avion le dimanche soir d'Australie, d'atterrir le lundi en France et le mardi matin, on était déjà dans l'auto en train de faire des essais. Donc, c'était comme ça toute l'année. Mais est-ce que je vais reprendre ce que Guillaume m'a demandé, mais à la version Maxime Lapierre. On aimerait ça avoir une version censurée de quand tu as gagné le championnat contre Michael Schumacher. C'était une bonne soirée. Le bruit c'était pas un très grand hôtel. Il faisait beaucoup de bruit, donc du tambour, c'est poubelle. On était peut-être une vingtaine. Donc, quelqu'un a gentiment ouvert le bar de l'hôtel, ouvert le bar. Donc, je ne sais pas qui a payé la facture. On n'a pas posé la question, mais j'étais derrière le bar en train de faire des cocktails. Donc, c'était à peu près tout ce qui traînait. Et puis, à un moment, Michael est arrivé aussi pour servir des verres. Donc, avec une perruque blonde en plus, parce que j'étais blond à l'époque. Ben oui, donc c'était le fun. Ça n'a pas laissé de séquelles, donc c'était pas aussi gros que ça aurait pu l'être. Puis on célèbre combien de temps après? Tu sais, quand tu reviens, après ça, tu vois ta famille, après ça, tu vois le monde, quand tu reviens dans ta ville natale, peu importe. Ça dure combien de temps, ça? C'était un hangover de championnat? Tu célèbres le lendemain quand tu rentres chez vous, puis il y a tous tes chums, parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée de célébrer, puis le jour d'après aussi, puis peut-être le jour d'après aussi. Donc, quand même, ça continue. Écoute, tu as travaillé là-dessus toute une année, ou même 10 ans, et tu arrives, tu atteins ton rêve. Ah ouais. Tu vois? Donc, et tu ne te rends pas compte de ce que ça représentait. Tu penses, OK, j'ai gagné mon championnat. C'est peut-être 10-15 ans après, tu te rends compte la valeur que ça avait, surtout que tu penses que tu vas en gagner plein. Quand tu en as gagné un, ben, c'est juste le premier. Et tu n'as pas la vraie valeur du championnat. Par contre, ce qui m'avait marqué aussi, dès que je sors du podium après avoir gagné le championnat, on me donne un téléphone et c'était le premier ministre chrétien qui était au l'autre bout de la ligne. Donc, oui. C'est incroyable. Et à quel point, à ce moment-là, tu dirais que ça a changé ta vie? C'est-tu dramatiquement ou c'est juste un peu meilleur le lendemain quand tu te lèves, côté activité, côté tout ça, à quel point ça a changé ta vie? Ben, beaucoup, parce que déjà, ça change tes contrats. Donc, ça change aussi avec quelle équipe tu vas pouvoir. Si tu termines deuxième, tu es celui qui a perdu, tu es le loser. Ça n'aide pas pour après être dans les bonnes équipes ou pas. Non pas que j'ai fait de très bons choix ensuite pour être dans une équipe compétitive, mais au moins, ça t'ouvre quand même des portes. C'est à toi de prendre des choix. Donc, du côté carrière, ça a un énorme effet positif. Personnel, oui, c'est primordial parce que tu as atteint ton but. Généralement, tu travailles toute une vie, puis il y a toujours la fois d'après, il y a toujours la marche à gravir en plus. Là, non, tu as atteint le sommet. Si on pense. Excuse-moi, Guy, j'ai une question. Depuis le début de l'entrevue, elle me trotte dans la tête. Je veux que tu me parles un peu des moines de Bretet. Une équipe d'hockey en Suisse. Ben, ça a commencé les Drunken Monks de Bretet, puis après, on a enlevé les Drunken devant. Les Drunken Monks. Le Bretet, c'est le tout petit village, qui n'est même pas un village en haut des pistes de ski. On était peut-être 5 habitants. Et pour la raison que j'avais pris mon chalet là-haut, c'était le seul moyen de légalement pouvoir utiliser un skidoo en Suisse. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'accès. Donc, c'était une raison. Puis c'est le fun, c'était le premier sur les pistes de ski et tout. Donc, on s'est dit, il y a déjà une équipe à Villars, donc on va faire notre petite équipe à nous de chum. Oui, puis vu que j'ai un peu encouragé tout le monde, je les ai un peu forcés même. Donc, c'était devenu quelque chose de… Quand je rentrais des courses, c'était important de pouvoir avoir
ce moment un peu canadien, québécois en Suisse. Surtout qu'en Suisse, tout le monde joue au hockey, c'est fou. Quand j'habitais à Montréal, j'avais du mal à trouver des chums qui jouaient au hockey. En Suisse, il y a personne, tout le monde que je connais joue au hockey. C'est hallucinant. Il y en a partout dans tout. Tu sais, tu as été en Europe, tu as vu la Suisse. Donc ça, c'était vraiment génial. Et là, il y a vraiment un mélange social des gens qui jouent. À ce niveau-là, tu as une bonne ambiance d'équipe, que ce soit après dans le vestiaire, les biens, ainsi de suite. Il n'y a pas de dissonance sociale. Ça, c'était vraiment génial. Puis physiquement, c'était vraiment un très, très bon entraînement aussi. Puis, on avait fait un joli logo. C'était un moine habillé en toge, un peu à la façon Astérix. Il y avait des sandales avec des blades en dessous, puis il tenait son bâton, la langue qui pendait tout dessous. Donc, c'était cool. Je pense qu'on a fini top 5 dans un concours aux États-Unis de maillot. Donc, c'était cool. C'était bon. Ouais. Puis justement, là, ça fait déjà quand même un bout de temps qu'on se parle, mais c'est quoi Jacques Villeneuve? Qu'est-ce qu'il fait quand il vient en voyage à Montréal ou quand il vient visiter ou quand il vient... C'est quoi qu'il fait? Il mange où? Qu'est-ce qu'il aime à Montréal? Normalement, je suis là pour le Grand Prix, principalement. Okay. Donc, c'est pas le même Montréal. Le week-end du Grand Prix, c'est quand même le début de l'été, généralement. Donc, tout le monde devient un peu fou. C'est le fun, c'est le party. Mais généralement, je vais me tenir avec un ou deux chums, principalement. Donc, c'est pas les grosses soirées. Donc, c'est vraiment retrouver un peu peut-être quelques racines, les quelques jours où je peux en profiter. Sinon, j'ai aussi mes deux plus vieux qui, maintenant, ils sont à Montréal parce qu'ils n'ont pas eu le temps de revenir avant que tous les avions se bloquent. Désolé, c'est parti. Ah non. Et donc, voilà, c'est passé peut-être un peu du temps avec ce côté-là de la famille parce qu'ils passent leur année scolaire ici. Mais là, ça fait 2 mois qu'ils sont en vacances au Québec. Donc, c'est eux qui en profitent vraiment. Ah, c'est bon. OK. OK. Dernière question pour moi, Jacques. Après, on te laisse aller. On ne veut pas te garder toute la journée. Là. C'est quand même le soir. Attends, généralement, le passage à Montréal, ça veut dire une poutine. Les choses de base, là, quand même. Saint-Hubert, t'es-tu plus Saint-Hubert barbecue, la belle province? C'est quoi ton côté québécois? J'ai grandi avec Saint-Hubert. Donc, il y a un petit reste de jeunesse. Puis si je peux aller pendant qu'il y a une game, je vais aller profiter d'un bon hot dog au Forum. Donc, ça, c'est un centre belle. Comment il s'appelle? C'est meilleur. C'est ça. C'est meilleur. Max, quand on me disait que je jouais pas, j'étais quasiment content. J'allais en manger 3 sur le site. Tu sais. C'est le meilleur hot dog dans la ligue. Ça, c'est sûr et certain. Dernière affaire pour moi, Jacques. Tu as créé un petit peu un système de simulation, course virtuelle, un programme. Parle-nous donc de ça là, rapidement, s'il vous plaît. Non, il y a longtemps que j'ai travaillé sur un jeu, mais c'est surtout... là, ça fait longtemps que je ne joue plus. Parce qu'il y a quand même des simulateurs qui existent. Mon favori, ça a toujours été Air Factor parce que les programmeurs de Air Factor l'ont utilisé comme base pour faire le premier simulateur officiel professionnel de Mercedes. Donc, c'est vraiment très bien. Puis en plus, c'est un jeu où tu peux mettre tes pistes toi-même. Tu peux quand même programmer dedans, tout changer. Donc, ça c'est quelque chose qui j'ai toujours apprécié. Donc, j'avais mon propre serveur. On s'amusait avec des chums. Mais moi, j'aime ça jouer avec une poignée Xbox sur mon laptop. Donc, parce que prendre l'avion avec le gros simulateur, le siège, le volant, c'est un peu compliqué. Puis en plus, il y a des nuances. Tu vois, le volant d'un jeu vidéo, parce qu'on appelle ça simulateur de jeu, il y a quand même une petite différence avec la réalité qui m'a toujours dérangé. Mais là, c'est devenu quand même professionnel. Hein. Tout le monde s'y donne. Donc, malheureusement, ce côté professionnel du jeu enlève un peu le côté fun. Moi, ma dernière question pour moi, c'est Jacques Villeneuve, c'est quoi qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime boire? Est-ce que c'est un gars de vin? Est-ce que c'est un gars qui a de l'intérêt à partir un vignoble? Ou est-ce que c'est des passions que tu as, justement, ce côté-là du vin, de tout ce qu'on peut faire avec ce produit-là? J'aime beaucoup le vin parce que c'est un peu comme de l'art. Hein? Tu peux en parler. Ouais, exact. Quand il fait chaud au bord du piscine, une bonne bière, c'est cool aussi. Donc, il y a tout ça. Mais un vignoble, non. Tu sais, j'aimais beaucoup manger. J'ai parti à un restaurant, puis c'est quand même plus le fun de manger. Fait que c'est pareil que le vin, c'est plus le fun de le boire. Okay, ça serait ton côté Jean Girard, là, mettons. Exactement. Hey Jacques, je te remercie tellement. Le monde au Québec vont tellement être contents d'entendre parler de toi. Puis je pense que Guillaume, officiellement, on peut dire que Jacques Villeneuve est certifié la poche bleue. Merci d'avoir présenté. Merci d'avoir présenté. Merci Jacques. Merci beaucoup. Cheers. Bye. Merci. Bye bye.